Alright, alors comme promis, je quitte en aventure pour aller à des sites historiques au Manitoba pour qu'on puisse apprendre notre prochaine section en histoire. On va voir l'histoire métisse du Manitoba. J'ai mon sac à dos, je m'en vais rencontrer Monsieur Lick et Madame Kelsey et je vais vous voir plus tard. Alright, vous autres, on est à La Fourche, le lieu historique national du Canada. Alors, le cercle Claudena lui-même n'est pas historique. Il a été construit en 1997. Mais sous le cercle Claudena, là, il y a des choses qui sont intéressantes pour notre histoire. Alors ça, juste là, c'est 6 mètres de profondeur. Ça, c'est 6000 ans dans l'histoire, ce point. Et puis, on va découvrir qu'est-ce qu'ils ont trouvé là. Alors, la Fourche n'était pas un site permanent pour les Premières Nations, puisque la rivière monte et on a des inondations à chaque année. Alors, les Premières Nations suivaient les animaux et passaient par la Fourche à chaque année. Il y a environ 3000 ans, les premiers villages ont passé par ici. Et puis plus tard, la culture des woodlands a aussi passé par cette région. Alors, au courant des années, les Premières Nations ont établi les premiers réseaux d'échange à travers de la Fourche. Des points de projectiles en obsidien ont été trouvés, des coquillages kauris venant du golfe du Mexique, du maïs, du cuivre, démontrant beaucoup de développement et d'échanges entre les années 1100 et puis 1400 de l'ère commune. Les groupes qui étaient établis ici étaient les Assiniboines, les Anishinaabe, les Cris et puis les Nakota. Et puis eux autres, ils vivaient et utilisaient la région avant l'arrivée des Européens. Alors, ça fait longtemps que La Fourche est un lieu de rencontre. Alright, vous autres, on est rendu au site du Fort Rouge original. Alors, quand la véranderie était venue ici, il y a longtemps, en 1738, il a établi ici un fort d'échange qui s'appelait Fort Rouge. Il a fait de l'échange avec les Premières Nations de la région, alors surtout les Assiniboines et puis les Cris et les Ojibwés à ce temps-là. Juste là, à peu près ici en montant, et puis là je suis sur le pont ici. La région où se trouvait le Fort Rouge original. D'un côté, nous avons la rivière Rouge et de l'autre côté, nous avons la rivière Assiniboine qui se rencontrent au coin. Impressionnant comme lieu historique, hein? Alright, on a vu le Fort Rouge de l'autre côté, mais voici le Fort Rouge du côté de la rivière Assiniboine à La Fourche. Alors nous avons la rivière Assiniboine ici, et la rivière Rouge de l'autre côté. Et les deux se rencontrent dans une confluence. Quel beau mot! La véranderie, lui, il pensait que c'était une fourche. But let's face it, il cherchait pour l'Asie, alors il était probablement un peu perdu. Une confluence, c'est quand deux rivières se rencontrent, et une fourche, c'est quand deux rivières se séparent. Et ceci est définitivement une confluence. Juste un peu d'un nature break. Il y a un golfeur. You guys, je suis debout sur un site historique. Je saute sur un site historique. Ça, c'est où le fort Gibraltar original, bâti en 1810, était. Où on a maintenant juste un grand parc pour s'amuser. Une cour de récré. Voilà, je suis debout sur l'histoire. Le site du Fort Gibraltar avait pas vraiment l'air de comme ceci avant dans le passé. C'était autre. Au lieu, ça avait l'air comme ceci. Alors, on est rendu au Fort Gibraltar, la reconstruction. C'est pas le fort original, celui-ci a été mis dans comme les années 70. Mais c'est pas mal cool. Bonjour vous autres. Coolest thing ever. Le Festival du Voyageur m'a laissé rentrer dans certains de leurs bâtiments. Alors, je suis ici, dans le poste de traite au Fort Gibraltar. Comme ça, on peut regarder à certaines des choses qui se passaient durant la traite des fourrures. Ce fort-ci, c'était un fort de la compagnie Nord-Ouest. Allons explorer. Donc, la traite de fourrure est à la base l'échange de fourrure pour des marchandises. Quand la Compagnie de la baie d'Hudson a été fondée en 1670, la Charte royale avait dit que la compagnie avait le monopole de la traite des fourrures dans la terre de Rupert. Mais la terre de Rupert est extrêmement grande, donc c'est réaliste que d'autres compagnies se présentent comme compétiteurs.
Entre la Compagnie Nord-Ouest, fondée en 1779, c'est une compagnie écossaise qui embauchait beaucoup de Canadiens français comme voyageurs. La Compagnie Nord-Ouest avait tendance à rentrer dans les communautés autochtones pour faire de l'échange directement avec les Autochtones, tandis que la Compagnie de la baie d'Hudson créait des postes et attendait à ces postes-là que les Autochtones viennent échanger avec eux. Alors, l'approche de la Compagnie Nord-Ouest a fait que les voyageurs avaient plus de contact avec les Autochtones et plusieurs ont établi des familles. Ceci fut le début de la nation métisse au Manitoba. Alors, une chose que je tiens à vous montrer, c'est ce castor sur son stretcher. Quand j'essayais de dessiner en classe les gros cercles avec toutes sortes de lignes dessus, c'était ceci que j'essayais de vous montrer. Alors, la peau de castor est enlevée du castor, elle est mise sur le stretcher pour l'étirer dans son gros cercle. Et puis ensuite, quand c'est sèche et prêt, là, c'est enlevé de ceci. Et puis, c'est envoyé en Europe pour les chapeaux. Donc, comme j'ai mentionné, le Fort Gibraltar était en charge de prévisionnement. Et ça voulait dire qu'il faisait et produisait beaucoup de pemmican. Le pemmican, en passant, on se rappelle, c'est de la viande de bison séchée, moulu en poudre et mélangé avec du gras de bison. C'est rempli de protéines et de calories. C'est pas très bon, mais c'est ça que les voyageurs mangeaient et c'est comme ça que beaucoup des personnes dans cette région-ci, dans la vallée de la Rivière-Rouge, survivaient. Le pemmican était très important dans cette région-ci. La chasse de bison et la production de pemmican étaient un élément important dans la culture et la survie des Métis et Autochtones durant la traite des fourrures. Alors, avec l'arrivée des colons de Selkirk en 1812, la Compagnie de la baie d'Hudson et leurs associés ont cherché à avoir plus de contrôle sur cette ressource-là. La proclamation sur le pemmican de 1814 interdit l'exportation du pemmican hors de la vallée de la Rivière-Rouge. Ceci est fait pour assurer qu'il y a assez de provisions pour les colons de Selkirk, mais enrage les Métis et la Compagnie Nord-Ouest, puisque ceci coupait une source de leurs revenus. Nous y voici, on est au lieu historique du site de la bataille de la Grenouillère. Et puis, c'est pas grand, c'est juste ici, sur la rue Main. Je l'ai presque manqué. Les tensions liées au pemmican atteignent un point critique en 1816 durant l'événement maintenant connu comme la victoire de la Grenouillère. Alors, le 16 juin 1816, un groupe de 60 Métis et Premières Nations sous Cuthbert Grant, un chef métis et un commerçant de fourrure, cherchaient à livrer du pemmican aux brigades de canaux des Nor'Westers. Le gouverneur de la Compagnie de la baie d'Hudson, Robert Semple, et 28 de ses hommes qui étaient des officiers et employés de la compagnie voulaient empêcher cet échange. Une fois que ces deux groupes se rencontrent, Semple provoque les Métis avec des paroles haineuses et un des hommes de Semple tire une balle. Alors, dans le combat qui suit, Semple perd 20 hommes et les Métis perdent un homme, Joseph Letendre, et un est blessé. Grant explique qu'après les premiers tirs, les Métis se sont jetés par terre sur leur dos pour recharger leurs fusils. Alors, les colons ont pensé que plusieurs ennemis étaient morts, ils ont célébré, en surpris quand les Métis se relèvent pour tirer une deuxième fois. Alors après cet événement, les choses se sont graduellement calmées et en 1821, les deux compagnies sont amalgamées. Alors la traite de fourrure continue, le bison est surchassé et plusieurs familles métisses commencent à établir des fermes dans les années à venir. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les Métis ont commencé à établir des fermes, des longs lots au long de la rivière. L'idée, c'était que chaque personne aurait accès à la rivière et aurait aussi des bonnes terres à fermer. Right? C'était un système seigneurial des Français. Et puisque la plupart des Métis venaient de familles Premières Nations et françaises, c'est le système qu'ils ont pris. Alors, cette image est vraiment cool parce que ça nous donne une idée des lots seigneuriales. Alors, vous voyez, il y a la rivière ici. Et puis là, on a les petits bâtiments. Chacun de ces bâtiments représente une maison. Il y a une route qui passe à travers. Et puis les longs lots, ça c'est les fermes. Juste en haut ici, on voit aussi Frog Plain. Frog Plain, ça c'est le lieu de la bataille de la Grenouillère. Alors juste ici. Et puis la fourche se trouve juste là aujourd'hui. Devant nous, nous avons la cathédrale de Saint-Boniface.
Mais plus important, vers 1830 à 1850 jusqu'à 1870, il y avait ici plein de fermes. Et puis ces fermes se trouvaient sur le long. Alors on avait des maisons tout partout le long de la rivière Rouge. Là, un jour, en 1867, si on se rappelle, le Dominion du Canada a été créé. Alors on avait eu la Confédération. Et puis le Canada, eux autres, ils commencent à penser, ce qui serait bien, c'est si on avait plus de territoire. Et tu sais où il y avait plus de territoire? C'est à l'ouest, ici où nous autres on est maintenant. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé des hommes qui s'appellent des arpenteurs. Quel beau nom! Arpenteurs. Et puis ces arpenteurs-là ont commencé à diviser les longs lots seigneuriales en carrés. They're like, on veut pas ces longs lots-là. We're just going to split them up dans des gros carrés. Et puis là, seulement une portion des personnes vont avoir accès à la rivière. Et puis les autres vont devoir marcher plus loin pour de l'eau. Les Métis n'aimaient pas ce système parce que ça faisait plusieurs générations qu'ils étaient déjà sur ces fermes. C'était leur ferme, leur territoire. Et puis là, un gars sans titre arrive et commence à mesurer leur terre. Ce qu'ils ont fait alors, c'est qu'ils ont commencé à se mettre ensemble pour discuter de possibilités, à comment est-ce qu'ils pourraient créer leur propre province et comment est-ce qu'ils pourraient garder leurs droits de territoire, leurs droits de langue et leurs droits de religion. On est rendu à Upper Fort Garry. Il y a seulement un mur qui reste, allons l'explorer. Donc, après la Confédération, le Canada commence à négocier avec la Compagnie de la baie d'Hudson pour acheter la terre de Rupert et l'annexer au Canada sous le nom du territoire de Nord-Ouest. Mais un territoire et une province ont différents pouvoirs et les Métis voulaient joindre le Canada comme province. Alors, le gouvernement provisoire a été établi en 1869 par Louis Riel pour négocier l'entrée du Manitoba comme province. Et ils ont pris contrôle du fort de Upper Fort Garry pour la durée de cette négociation-là. Après quelques mois tenses, incluant l'exécution de l'orangiste Thomas Scott, l'acte du Manitoba de 1870 a été déclaré et le Manitoba est officiellement rentré au Canada comme province. L'acte a fait que les titres de terre métis étaient garantis. Cependant, les victoires de l'acte seront bientôt ignorées et mises de côté par les gouvernements du Manitoba à venir. Et du côté des chefs de la résistance, Louis Riel a dû s'échapper et quitte en exil aux États-Unis pendant plusieurs années. Alors l'histoire va, vous autres, que c'est ici que Louis Riel s'est échappé du côté de Upper Fort Garry jusqu'à Saint-Boniface pour aller aux États-Unis quand le gouvernement canadien l'a nommé traître. Alors il a dû aller en exil. Il a pris un bateau sur une corde jusqu'à l'autre côté où il a coupé la corde et puis il a pu s'enfuir avant d'être attrapé. On est en train de marcher où on s'en va à la plus vieille rue à Winnipeg. Wow! Juste ici, à la Fourche, à côté du Union Station. Voici la plus vieille route pavée à Winnipeg. Monsieur Luc a dit de son expérience qu'il était whelmed. Donc, un peu plus sur Louis Riel. Il est dénoncé en Ontario pour l'exécution de Thomas Scott, mais Riel est quand même vu comme un protecteur des droits catholiques et le style de vie métis. Il est donc élu au Parlement pour représenter le Manitoba en 1873 et ensuite en 1874, mais ne peut jamais prendre son siège. Riel souffre de problèmes de santé mentale au courant de sa vie, et puis éventuellement, il marie une femme métisse aux États-Unis et devient un enseignant. Et en 1884, Riel est rappelé vers le Canada par Gabriel Dumont pour aider les Métis à Batoche cette fois-ci. Vous autres, alors je me trouve à la cathédrale de Saint-Boniface où Louis Riel est enterré. Il a été condamné à mort par le gouvernement du Canada en 1885 pour trahison au gouvernement. Mais Louis Riel, lui, était quand même un héros pour les Métis de la région. Alors il a été enterré en cachette. Et puis, il se trouve quelque part dans ce cercle, ici. Et puis, on ne sait pas exactement où, mais quelque part dans le cercle, il a été enterré. Comme ça, le monde ne pourrait pas venir déterrer son corps. Mais voici Louis. Bonjour Louis. J'espère que ça va bien. Donc, Lower Fort Garry est à peu près 30 km du centre-ville. Et puisque 30 km à pied, ça use les souliers, moi, j'ai une meilleure façon de m'y rendre.
me voici rendu à Lower Fort Garry, site national historique, où le traité numéro 1 a été signé. Allons trouver où ça a été signé et explorer cela un peu plus. Alors ici, nous avons le mur est de Lower Fort Garry. Ici, c'est la porte de l'est. Et juste à l'extérieur de cette porte ici, dans cette région d'arbres, et puis environ, vous voyez la boîte électrique juste là, est où le traité numéro 1 a été signé le 3 août 1871. Donc, les traités numérotés étaient une série de 11 traités signés entre le gouvernement canadien et les Premières Nations entre 1871 et 1921. Les premiers traités permettaient la construction d'un chemin de fer à travers du Canada et d'ouvrir des terres à la colonisation agricole. Alors, ce que vous voyez devant vous, c'est la grande maison à Lower Fort Garry, et le perron tout autour de la maison, c'est la même qui se trouve dans l'image de la négociation du traité numéro 1. Alors, le perron que vous voyez dans l'image est le perron de la grande maison. Alors, ceci conclut notre visite virtuelle et discussion des points clés de l'histoire métisse au Manitoba. Bien sûr, l'histoire continue, mais ça, c'est le sujet pour une autre leçon. J'espère que vous avez retenu quelque chose. Merci d'être venu en aventure avec moi. Je me suis beaucoup amusée.